Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui sera le bilan du mois de mai. D'ailleurs, je voulais vous remercier pour la première vidéo. Je suis très surprise au début, ça me fait super plaisir. Donc, on continue avec le bilan du mois de mai. Et on va commencer avec la catégorie manga, où là, j'ai avancé sur deux séries. En premier, j'ai avancé sur la série Blue Period de Tsubasa Yamaguchi. Donc j'ai lu le tome 11 et 12. Donc je vais vous lire le résumé du tome 1. Yatora est un lycéen studieux à qui tout réussit. Pourtant, il ressent depuis toujours une impression de vide en lui. Jusqu'au jour où, par hasard, il tombe sur un tableau qui le subjugue, littéralement. Très vite, Yatora réalise que peindre est le seul moyen de faire passer ses émotions et de se révéler. Cet événement le pousse à se livrer corps et âme à la peinture pour tenter le concours d'entrée la plus sélective des écoles de beaux-arts. Pour ce qui s'agit de mon avis sur le manga en règle générale, c'est une super bonne surprise. C'est vrai, je l'ai pris parce que ça parle de passion et d'art et j'aimerais bien me cultiver un peu plus sur l'art de la peinture. Et là, c'est un livre qui parle de ça, mais qui parle de passion en termes généraux. Déjà, tous les premiers tomes, on a, je sais pas si je vais ça vous trouver une petite planche. Déjà, on a, dans tous les mangas en général, on a plein de petites œuvres. Je sais pas si vous voyez, parce que j'ai pas mon retour. Plein d'œuvres. Et c'est super beau. Et ils mettent à chaque fois des exemples. Je pense que ça va être plus... Ah là. Des exemples, les couleurs, les poids, comment dessiner. Et c'était super intéressant. Et là, dans les autres tomes, on a toujours... par exemple, on nous explique la période de Picasso, on nous explique le cubisme, l'impressionnisme. Et vraiment, c'est très culturel en même temps que divertissant. Et c'est donc un manga qui parle de passion et je trouve qu'il est super bien fait au niveau de cet aspect. On voit vraiment l'aspect apprendre, l'aspect rien connaître, mais en même temps on aime tellement ça qu'il faut y aller à fond. Un peu l'aspect de pas se faire comprendre par rapport à notre passion qui peut être différent de d'autres personnes. Et je l'ai trouvé vraiment fidèle à ce qu'on peut ressentir. Qui me manque juste un petit peu, c'est pour moi l'art c'est quelque chose d'intime et d'émotionnel. Et je trouve que on l'a perdu. On l'a eu au tome 1, pour nous mettre dans le livre. Mais après je trouve qu'on l'a vraiment perdu et c'est vraiment dommage. C'est quelque chose que j'attends et que je vois qu'au fur et à mesure, potentiellement je peux l'avoir. Mais je suis arrivée au tome 12. Ça commence à revenir un peu, mais pour l'instant il y a 18 tomes. Donc ça fait un peu tard pour voir l'émotion arriver. C'est le seul point que je trouve dommage, sinon les personnages sont hyper touchants. L'histoire est très touchante, c'est assez varié. Et pour parler des deux tomes que j'ai lus, donc le tome 11, c'est un peu un tome de transition. Et donc là, ça va rien vous spoil, mais il donne des cours. Je vais mettre à l'endroit quand même. Il donne des cours à des élèves, à des tout petits, on peut les voir un peu là. Et c'était très touchant, j'adore les enfants, donc j'ai adoré. Et on voit vraiment qu'est-ce que c'est les enfants, pourquoi est-ce que les enfants aiment l'art, qu'est-ce qui les intéresse. Mais en même temps, il y avait toute une dimension un peu plus psychologique parce qu'on a cette petite élève qui se met une pression monstre. Elle fait, je crois, 7 ou 8 activités pour impressionner, rendre heureux sa famille, tout ça, alors qu'il n'y a vraiment pas besoin. Et après, il y a un autre petit garçon qui a un peu du mal à exprimer ses émotions, qui a un peu déjà une barrière, une carapace. Et du coup, c'était super touchant de les voir interagir, de voir les petits enfants et tout. Lui, je l'ai adoré. Lui, le prof, le mec sur la voiture, c'est le prof. C'est un nouveau prof et franchement, très surprise. Il a l'air super dur avec ses élèves, par contre. Mais c'est lui que je pense qu'il va donner un aspect un peu plus... Ah, je voulais trop monter cette planche en plus. Je l'avais pas regardé. Je suis trop contente. Il va donner cet aspect un peu plus, je pense, émotionnel à l'art. Alors que pour l'instant, il réfléchit tout le temps, c'est un peu chiant. Donc voilà. Là, on avait l'histoire de l'art occidental qui est différente de l'histoire de l'art japonais. Hyper intéressant. Franchement, j'adore. C'est un monde doudou. J'adore cette série. Ensuite, j'ai avancé dans One Piece. Je suis super en retard. Je voulais vous lire le résumé. Nous sommes à l'ère des pirates. Luffy, un garçon espiègle, rêve de devenir le roi des pirates en trouvant le One Piece, un fabuleux trésor. Seulement, Luffy a avalé un fruit du démon qui l'a transformé en homme élastique. Depuis, il est capable de contorsionner son corps dans tous les sens.
mais il a perdu la faculté de nager. Avec l'aide de ses précieux amis, il va devoir affronter de redoutables pirates dans des aventures toujours plus rocambolesques. Donc moi j'avais commencé One Piece, j'avais lu 1 ou 2, 3 tomes. Après j'ai regardé le live action avec monsieur et je suis tombée dans le circuit One Piece. C'était obligé. C'était obligé que je tombe dedans quoi. Donc j'essaye d'avancer. Là je suis arrivée au tome 9. Je suis en train de lire le tome 10 mais je l'ai pas encore fini au moment où je filme. Et là j'aimerais bien avancer parce que j'ai quasiment fini la première boîte. Parce que du coup les boîtes que vous voyez genre à culture tout ça, c'est par arc. Et Netflix se sont organisés par arc. Et de ce que j'ai compris ça correspond aux boîtes. Et donc là il me reste la fin de ma boîte 1. Et ensuite j'ai la boîte 2 de l'arc de Alabasta. Et après ça sera full découverte. Et j'ai hâte parce que même si c'est très différent du live action quand même, là je suis arrivée à l'histoire de Nami, c'est quand même très différent je trouve. Je commence un peu à en avoir marre de lire des choses que je connais parce que je connais le fond quoi. Mais en même temps, en fait j'ai la flemme de les lire parce que je connais l'histoire. Une fois que je suis dedans j'adore. Lui je l'ai un peu moins aimé mais c'est le temps d'introduction à l'arc de... Enfin c'est pas l'arc mais... au niveau de Arlong Park. Là, le tome 10, je l'aime un peu plus. Il est un peu plus touchant. Mais le film, il me fait trop rire. Oh, il se met le doigt dans le nez, il est en train de se curer le nez toutes les 3 secondes, alors qu'il y a des scènes de baston et tout. Lui, il est tranquillement en train de se curer le nez, il n'y a vraiment aucun souci. Non, il me fait trop rire. Et comment il se met à s'énerver pour Nami, tout ça. Oh. J'ai pas trop en parler parce que je arrive en plein milieu d'un arc. Mais trop fan. On continue avec la catégorie livres. Et donc on va commencer avec Le Diable s'habille en Prada de Lauren Liesberger. Je suis hyper nulle. Sorry. Incontournable, mais je voulais quand même le résumer. Andrea n'en revient pas. Même avec ses fringues dépareillées, elle l'a décroché, ce job de rêve. À 23 ans, elle va intégrer la rédaction de Runway, prestigieux magazine de mode new-yorkais, et devenir l'assistante personnelle de la rédactrice en chef, la papesse du bon goût, Miranda Priestley. Une chance inouïe. Mais derrière les strass et les paillettes de cette usine à rêve se cache un enfer peuplé de talons aiguilles et de langues de vipère. Je vais vous en parler plus dans une vidéo dédiée au Diable s'habille en Prada parce que j'ai lu l'œuvre originale donc ici, j'ai re-regardé le film et je compte aller au cinéma voir le tome 2 donc j'aimerais... Enfin le livre 2, le film, ça me sortir. Et donc j'aimerais bien vous faire une vidéo globale sur cet univers. Faut savoir que le film, c'est un de mes films préférés d'enfance. J'ai un assez grand écart d'âge avec ma soeur et du coup j'avais regardé ça avec elle, je l'ai regardé plein de fois et je jouais aux assistantes avec ma soeur. On avait pris le fixe de mes parents et on s'amusait à être l'assistante de Miranda Priestley. Excellent, c'est vraiment un truc qui me tient à cœur et j'avais vu sur Instagram qu'il existait le livre, enfin que ça vient d'un livre et Hachette l'ont réédité donc je l'ai acheté et je l'ai lu direct. Alors c'est pas vraiment différent du film, mais ça aborde des points de vue un peu plus différents. Déjà, par rapport au film, on n'a pas vraiment l'aspect mode. Elle en parle évidemment, on parle des défilés, on parle de marques, mais je trouve qu'on voit pas son amour pour la mode grandir, alors que dans le film, elle finit par tomber amoureuse de la mode. Et en plus, là vraiment, elle vous haine la mode vraiment tout le monde, enfin pas une haine. Elle aime vraiment pas ça. Au début, elle dit que c'est à la limite honte d'aller travailler pour un magazine de mode. Et là, ils disent ce job de rêve, mais c'est un job de rêve, comme ils aiment bien le dire dans le livre et même dans le film. Mignon de fille tuerait pour avoir, mais elle, c'est vraiment pas son cas. Elle s'en fout. Et vraiment, au début, elle dit vraiment que c'est un truc stupide. Et du coup, j'aurais bien aimé avoir cette dimension à la mode par rapport au film. Et après, j'essaie de pas rentrer dans les détails de mon avis pour vous laisser un peu de nouveautés dans la vidéo qui sortira. On voit moins l'aspect psychologique de Miranda, mais par contre, on rentre vraiment dans sa tête, enfin, l'avantage d'un livre. Et du coup, c'est trop chouette, parce qu'on voit vraiment son évolution. Et là, il y a tout un personnage qu'on ne voit pas dans les films, et je trouve ça trop dommage, c'est le personnage de Lily. Il est excellent, on voit vraiment à quel point son travail est devenu sa vie, et que le travail a tellement pris une place énorme qu'elle ne se rend plus compte de sa propre vie. Et vraiment... avec Lily, c'est incroyable. J'ai adoré cet aspect-là.
Et voilà, j'en parlerai plus dans une autre vidéo, mais j'aime tellement. On enchaîne avec la grosse blague du mois, qui est la guerre du pavot de RF Kwang. Alors, vous avez vu dans la dernière vidéo que j'avais trop hâte, je voulais lire le tome 2 dans la foulée et je vous ai mis une petite inscription dans le montage, parce que je l'ai fini pendant le montage de la vidéo. Mais vraiment, je ne sais même pas si je vais continuer la saga. C'est donc, je vais vous lire le résumé. Les relations entre l'Empire du Nikan et la Fédération de Mugen ont toujours été conflictuelles. Lorsque l'Empire se retrouve affaibli, la Fédération en profite pour l'envahir. 2 gardes du pavot sont nécessaires pour vaincre et repousser l'ennemi mugéné vers le large. Des siècles plus tard, au sud du Nikan, la jeune orpheline Fiangrenin, qui n'a connu que la misère, se retrouve fiancée contre son gré. Pour échapper au mariage, elle se lance à corps perdu dans la préparation du Keju, un exigeant concours qui lui ouvre les portes de l'élitiste Académie de Sinegar. Bien que discriminée par tous, elle se révèle redoutable, mais surtout dotée d'impressionnantes prédispositions au chamanisme. Tandis qu'elle apprend à saisir la vérité du monde et à apprivoiser ses puissants pouvoirs, Mugen envahit subitement les terres Nikara. Une nouvelle guerre du pavot éclate. Rin est prête à tout pour triompher, y compris faire appel aux plus imprévisibles et dangereuses des divinités. Alors, il se déroule en 3 parties. J'ai adoré la première partie. C'est la partie où elle fait son concours et où elle part à l'Académie Sinegar. Et là, on voit vraiment tout un aspect sociétal, puisqu'elle vient du sud, du Nikan, et que c'est une orpheline de guerre qui vit avec des parents adoptifs qui sont trafiquants de drogue, d'opium, en parallèle d'une boutique d'antiquités. C'est un peu lunaire. Du coup, elle a un gros accent et elle a la peau plus bronzée que ses camarades qui viennent tous quasiment du nord, puisque c'est des camarades qui sont tous, je pense tous, enfants de chefs de guerre. Donc, ils sont tous bourgeois, élitistes, ils ont tous de l'argent. Et donc, on a dans cette première partie tout un aspect discrimination et intégration. Et là, c'était vraiment bien parce qu'elle se bat contre ça, elle veut prouver qu'elle a sa place, elle fait tout pour que tout fonctionne bien à l'école. Et par exemple, à un moment, elle est dans un cours d'arts martiaux et elle va se battre avec un de ses camarades. Et le gars, il va se prendre 1 semaine d'expulsion, mais après, il peut revenir. Et elle, expulsion définitive du cours d'arts martiaux et interdiction de s'entraîner avec des élèves. Donc elle va devoir apprendre toute seule, alors qu'en soi, ils sont tous les deux fautifs, vu qu'ils se sont tous les deux battus, mais vu que c'est le fils d'un chef de guerre, on le vire pas lui. Saloperie. Donc ça, c'était vraiment bien de voir qu'elle se bat toute seule, petit à petit, elle arrive à s'intégrer. Enfin, on se rend compte des discriminations qu'elle subit, alors qu'en soi, ils viennent du même pays en plus, donc c'est vraiment ridicule. Mais bourgeoisie, pauvreté quoi. Donc c'était vraiment un point intéressant. Et après on passe à la partie 2 et 3 où tout s'écorce. En fait, elle se rend compte qu'elle a un pouvoir, mais vraiment, son pouvoir il est puissant quoi. Et elle va devenir complètement zinzin de la puissance, du pouvoir. Et ça m'a saoulée. Ça m'a saoulée parce qu'on la met en garde, son maître. Parce qu'en 2e année, il choisit une option, elle, c'est le chamanisme. Son maître, il met en garde. Quand, du coup, le chamanisme, ils peuvent prendre... ils méditent et ils arrivent à élever leur esprit dans les cieux, on va dire. Et donc, ils rentrent au panthéon des divinités. Et il y a une femme, tout au long du livre, qui la met en garde tout le temps, tout le temps, tout le temps. Son maître, tout le temps. Et elle écoute rien. Elle écoute rien, parce qu'elle veut juste le pouvoir. Donc au début, on se dit, bon, elle aime le pouvoir, ça se comprend. Et en fait, au fur et à mesure, on se rend compte que elle écoute pas les gens qui sont censés être gentils avec elle. Par contre, à un endroit du livre, il y a un ennemi qui lui dit un truc, et elle se dit, ah, mais ce qu'il me dit, c'est cohérent, donc c'est vrai. Par contre, quand on lui disait ces petits warnings, elle était en mode, ouais, c'est parce que vous êtes un lâche, vous avez rien fait, je suis puissante, nan. Et en fait, c'est vraiment une meuf qui veut juste le pouvoir. Ça m'a un peu saoulée.
et il y avait plein d'incohérences comme celle que je viens de vous parler. Elle a de plus en plus de pouvoir. Donc au début, son pouvoir, elle sait pas le contrôler. Après, elle sait pas, elle a trop peur pour le faire venir. Et d'un coup, elle a un immense pouvoir, enfin son pouvoir il se découpe. Et là, tout est bon. Tout est bon. Elle y va, elle sait le contrôler, elle est super forte. Alors certes, elle sort de l'école quand la guerre éclate, mais elle se bat contre des soldats archi entraînés. Y a aucun souci, les pouvoirs, elle les contrôle tous. Alors que normalement, plus t'as de pouvoir, plus tu galères à les maîtriser. C'est logique. Au début, tu les galères, après t'apprends à les maîtriser, t'en as de plus en plus, et en fait, tu galères au fur et à mesure tu y arrives. Mais non, elle y arrive tout d'un coup, et elle a plus que le mot à la bouche, vengeance, pouvoir, et ça m'a trop saoulée. Après, je suis vraiment pas comme ça, genre moi le pouvoir, je m'en fous un peu. La vengeance, en parlant pas. Et du coup, je pense que ça a juste pas matché nos personnalités ensemble, mais je trouvais des incohérences quand même. Il y a des passages qui pour moi étaient hyper importants. En 2 secondes, c'est réglé. Il y a un gars, il meurt. En 2 secondes, c'était réglé. Et du coup, ça m'a trop saoulée. Ça m'a trop saoulée. Vraiment, elle m'a saoulée. Du coup, je sais pas si je vais le finir. Enfin, si je vais continuer, parce que je trouve que c'est un peu too much. Un peu too much. Ah ouais, je vous ai pas dit. Il y a un gars, elle l'aime bien. Puis après, en fait, il fait un peu le con. Du coup, elle est en mode non, je l'aime pas, je le déteste, non, 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 je veux pas lui ressembler. D'un coup, ce gars, il se retrouve vulnérable. Non, mais je l'aime, je le comprends, on se comprend. À un moment, on sait quelque chose. Juste avant, si vous avez reconnu le gars dont je parle, juste avant, on lui dit quelque chose, bah avant qu'elle rentre en guerre. Et en fait, personne ne vraiment doute en fait, ils pensent un truc. Ok, ok, je prends l'info et on y va. Et si ça se trouve, c'est même pas vrai. Si ça se trouve, c'est pas ça. Enfin, il y a plein de trucs, je me pose des questions, en mode c'est bizarre quand même. Du coup, je trouve qu'il y a beaucoup de facilité, d'incohérence. Et son caractère, il m'a saoulé. Donc, je sais vraiment pas si je vais continuer de le lire. Bon, du coup, je suis trop deg parce que vraiment, ça fait. Je l'ai acheté quand il est sorti en français, celui-là. Et il est super beau. Mais en même temps, il m'a saoulé. Genre. Je sais pas si je vais le continuer. On enchaîne avec quelque chose, rien à voir. J'ai toujours pour une vidéo relu The Deal. Anna est une très bonne élève et elle a un nom incroyable pour le chant. Mais quand il s'agit d'hommes et de séduction, elle perd tous ses moyens. Gareth est la star de l'équipe de hockey de l'université, mais ses résultats scolaires ne sont pas à la hauteur et il risque de perdre sa place dans l'équipe. Ils vont passer un drôle d'accord. Elle lui donne des cours et il l'aide à séduire le quarterback de l'équipe de football. Cet arrangement original va-t-il changer leur vie? C'est un des premiers livres que j'ai lu. J'avais lu After. Enfin, j'ai lu la sélection, j'ai lu After. Et je pense qu'il a dû suivre dans la foulée. Enfin, ils ont dû. Et je me souviens, j'étais encore en études sup à l'époque. J'avais mis mon téléphone dans ma trousse. Comme ça, je pouvais lire. Et je les ai dévorés. Donc là, c'était une relecture plutôt sympathique. On voit qu'il a plutôt mal vieilli quand même. Surtout par rapport à l'aspect des femmes dans le livre. Vraiment, c'est des femmes là où il faut. Des vagins très serrés. Mais vous voyez vraiment le cliché quoi. Les femmes là où il faut. Elles sont toutes. Celles qui se tapent Gareth là. Elles sont toutes minces. Elle a des petites formes là où il faut. C'est. Donc c'est un peu vieilli. Franchement, c'est un peu vieilli. Mais dans le comportement de Gareth, franchement, il était déjà clean à l'époque. Il est toujours clean, je trouve. Bon, il y a des trucs, des commentaires. Mais bon, on va dire que ça va. Je regarde de temps en temps en même temps, voir si j'ai rien oublié, de mon avis. Pareil, je ne rentrerai pas dans les détails parce que j'aimerais bien faire une vidéo réaction livre série, puisque la série est sortie sur Amazon. Et de là, je voulais vous faire un bloc lecture. Comment dire que j'ai 2 pauvres clichés que je vous mettrai dans la vidéo. C'est super bien parce que moi je lis principalement le soir dans mon lit normalement puis je l'ai dévoré quoi. Mais j'ai déjà commencé le tome 2. On va enchaîner parce que c'est hyper addictif. En vrai je kiffe. On passe maintenant à la catégorie film.
Alors c'est tous des films que j'ai vus avec monsieur et on a commencé avec un petit truc en plus. Pour échapper à la police, un fils et son père en cavale sont contraints de trouver refuge dans une colonie de vacances pour jeunes adultes en situation de handicap. Se faisant passer pour un pensionnaire et son éducateur spécialisé, le début des emmerdes est une formidable expérience humaine qui va les changer à jamais. C'est un film qu'on avait déjà regardé à sa sortie, je crois qu'on avait été au cinéma, je suis pas sûre. Et franchement ça se re-regarde. C'est tellement frais, et ils sont tellement touchants les acteurs, qui sont tous acteurs et atteints d'un handicap. Et c'est super touchant de les voir dans le petit camp de vacances, faire des bêtises tous ensemble, rigoler. Il y a vraiment un esprit familial. Et franchement, ça se regarde. Gros respect aux éducateurs et aux personnes atteintes d'un handicap. Franchement, on se rend compte de la difficulté de la chose. Mais la morale est si belle. Je pars à chaque fois. Pour continuer avec les films qui parlent de discrimination, on a regardé Green Book sur les routes du Sud. En 1962, alors que règne la ségrégation, Tony Lip, un videur italo-américain du Bronx, est engagé pour conduire et protéger le docteur Don Shirley, un pianiste noir de renommée mondiale lors d'une tournée de concerts. Durant leur périple, de Manhattan jusqu'au Sud profond, ils doivent se confronter aux humiliations, perceptions et persécutions, tout en devant trouver des établissements accueillant des personnes de couleur. Et je trouve que c'est vraiment un film à regarder. Si vous bougez... Si vous avez un petit peu bougé, on remercie Luna, mon petit chat qui a voulu vous faire un petit câlin. Donc je disais, je trouve que c'est vraiment un film à regarder. C'est hyper touchant. Il rend vraiment justice, je trouve, à toute la discrimination que les personnes racisées peuvent avoir. On a vraiment l'aspect racisme banalisé, avec le personnage de Tony, et vraiment le racisme complètement assumé. Et hyper choquant de voir des scènes comme le fait qu'ils doivent toujours trouver des établissements qui accueillent les Noirs. Le fait que c'est une star qui va donner des concerts, qu'il y a toute la bourgeoisie de l'état où ils vont qui sont là pour assister au concert. Mais par contre, il n'a pas le droit de manger dans le restaurant, là où il se produit. Donc, c'est juste pour la gloire. Franchement, c'est juste pour le fric qu'on le fait venir. Et c'était hyper choquant. Et en même temps, on voit l'évolution de Tony qui évolue dans sa mentalité. Et c'était si touchant de les voir à deux. Ils se sont quand même entraidés. Lui, Tony, c'était son garde du corps. Enfin, il faisait le garde du corps. Et il a aidé à évoluer le docteur. Et en même temps, le docteur était là pour lui. Et puis Tony, il travaillait pour une personne noire. Donc il a pu se rendre compte de certaines choses. Et des idées complètement absurdes que la société lui a mis dans la tête. Et c'était tellement touchant. J'ai adoré. Franchement, gros coup de cœur. Et je pense que je le regarderai parce que c'est tellement beau, tellement choquant et triste. Et les musiques au piano, c'était si belle. En plus, il peut tout le temps jouer avec le même piano. C'est excellent. Donc, voilà. On change complètement de registre. On a regardé Le Seigneur des Anneaux 1. Je suis très en retard. Hein. Un jeune et timide hobbit, Frodon Sake, hérite d'un anneau magique. Sous ses apparences de simples bijoux, il s'agit en réalité d'un instrument de pouvoir absolu qui permettrait à Sauron, le seigneur des ténèbres, de régner sur la terre du milieu et de réduire en esclavage ses peuples. Frodon doit parvenir avec l'aide de la communauté de l'anneau, composée de 8 compagnons venus de différents royaumes jusqu'à la montagne du destin pour le détruire. Et franchement, j'avais un peu une mauvaise opinion de cette saga, surtout moi je suis une team Harry Potter et on les compare souvent. Et ça me saoulait. Moi je connaissais que Harry Potter. Et j'ai adoré. Et j'ai commencé à avoir envie parce que j'ai vu des gens le lire en livre. J'ai vu les livres à la FNAC, ils sont tellement beaux. Du coup, j'ai eu envie de découvrir les classiques, un petit peu, se cultiver. Et ils ont sorti tous les films dans l'univers de Seigneur des Anneaux sont sortis sur Netflix. Du coup, c'est les versions longues. On a regardé le 1. Et déjà, c'est une claque parce que le film a 25 ans. Et il est super beau. Alors, il y a des effets spéciaux qui piquent un peu les yeux. Mais sinon, il est super beau. Visuellement, les décors, ils sont fous.
Et il y a toujours de l'action. Ce qui fait que 3 heures, j'avais super peur des 3 heures, bah c'est passé comme du petit pain. Comme du petit lait, comme on dit. Franchement, j'ai trop kiffé. On a pleuré avec monsieur 3 fois, je crois. Et une fois pas au même endroit. Mais sinon, les 2 fois, on était à chaque fois team Chad. C'était excellent. Et du coup, j'ai trop envie de regarder le film 2. Mais il faut qu'on se trouve du temps pour regarder autre chose. Mais en tout cas, belle claque. Très très beau. Et je vous recommande si vous avez toujours pas regardé. En vrai, ça fait peur, mais faut y aller. Faites-moi confiance. J'ai vraiment fait par catégorie de films sans qu'on s'en rende compte. On a continué avec Pierre des Caraïbes. Je dis ça parce qu'il est super bien aussi comme film. Petite Elizabeth Swann, la fille du gouverneur, a sauvé de la noyade Will Turner après le naufrage de son bateau. Les années ont passé, Will et Elizabeth ont grandi. Will est devenu forgeron à Port-Royal et Elizabeth se prépare à épouser le commodore Norrington. Cependant, la vie d'Elizabeth bascule lorsque le capitaine Barbossa et sa bande de pirates décident d'attaquer Port-Royal et la prennent en otage. Malheureusement pour lui, Barbossa a commis 2 erreurs. Je savais même pas que c'était ça le résumé du film. Et, trop kiffant. Moi je connais les Pirates des Caraïbes, j'ai regardé les 3 premiers. Et monsieur il avait vu je crois le 1 mais il y a vraiment super longtemps. Et l'humour, c'est trop l'humour, j'arrêtais pas de rigoler. Monsieur il rigolait pas. Ah moi je peux vous dire que m'a bien fait rire. Et franchement c'est kiffant, ça rappelle l'enfance. Celui-là il est drôle, il est pas trop sombre, rien. Un classique. Qui se laisse re-regarder encore et encore. Donc je vais pas trop m'attarder dessus, mais tip top. On passe à la catégorie jeux vidéo. Aujourd'hui on en a un. J'ai acheté Forza Horizon 6. Et en fait de base je voulais pas trop y jouer parce qu'il y avait juste le fait que ça soit au Japon. Enfin dans ma tête, il y a rien qui changeait à part que c'était au Japon. Et j'avais cru comprendre que les voitures c'était les mêmes. Mais non, ils ont rajouté du coup beaucoup plus de japonaises. Et en vrai, du coup, sur Steam, vous pouvez faire la Steam Family et avoir des jeux de l'un et l'autre. Et du coup, j'ai commencé à jouer sur la Steam Family. Bon, je l'ai acheté. Je crois que j'ai déjà 10 heures de jeu en 3 soirées. Non, j'avais 7 heures de jeu en 2 jours. Donc là, j'ai beaucoup plus. Mais c'est trop kiffant. À jouer entre potes, nous on joue avec monsieur et son cousin. C'est trop kiffant. On est là, petit Discord, petite voiture, on se fait des courses, on se fait des défis. On peut aller chercher des voitures bonus ou des trésors de grange. On y va en squad, on roule. Moi je suis une barge sur ce jeu parce que je suis un peu nulle. Du coup, j'ai pas peur de foncer sur les gens et de leur faire chier. Et du coup, je fonce sur eux pour qu'ils me servent de mur. Excellent à faire. Attention, on peut faire des disputes, mais les miens ils sont ok donc y a pas de soucis. Mais on s'est trop amusé. On s'amuse encore. Franchement, je pense que ce soir je vais y jouer. Voilà, très très bien. On enchaîne avec la catégorie produits finis. Vraiment les bilans. Je vous mets tout ce que j'aime. J'ai fini le nettoyant. Alors, est-ce qu'il a un petit nom un peu mieux? Round Lab 1025 Dogdo Cleanser. Et il fait combien? Il fait 150 ml et je l'ai acheté il y a des mois et des mois. Je me demande même si c'était il y a pas genre 1 an. Et que je l'utilise tous les jours, hein, vraiment. Et vraiment, je pense qu'il m'a duré 1 an. Et là, vraiment, j'ai fait jusqu'à la fin, quoi. Parce que c'était avant que Beauty Bay ferme pour redressement judiciaire. Bien avant. Vraiment, il m'a duré 100 ans. On a vraiment besoin de rien de plus pour ça. Alors que le truc est énorme. Vraiment, trop kiffant. Il était tout doux. Le seul truc qui est chaud, c'est qu'il a vite... il est vite un peu penché. Et du coup, dans la douche, il peut un peu piquer. Mais c'est le seul truc que j'ai à lui dire. Il sentait rien. Il nettoyait super bien. C'était tout doux. Oh, après le démaquillage, on prend une petite noisette. On se met. Trop du bien. Vraiment, j'ai trop kiffé. Là, j'ai changé, j'ai pris un air moyen. Je vous dirai quand j'aurai fini. Mais j'ai trop kiffé. On finit avec la dernière catégorie qui est nouveaux achats. Donc, j'ai acheté... Je sais pas si vous les voyez. Si vous les voyez. J'ai acheté les 6 premiers tomes d'Irayasumi.
Je suis trop contente. Je voulais trop les découvrir, les lire. En plus, c'est un grand format, c'est hyper agréable. Enfin, je pense, ça a l'air. Et je les ai trouvés à 5€ l'unité à Cash Converter. Alors que déjà, les One Piece ou tout ce genre de choses en occasion, c'est 4€. Alors que lui, neuf, il coûte 13€. Je trouve que c'était une super affaire parce que j'ai regardé sur Vinted. Parce que les mangas, j'en achète. Souvent, je débute mes sagas par des occasions. Et en fait, il n'y a que des éditions italiennes. Il n'y a que des Italiens qui vendent. Donc, quand je les ai vus. À 5€ dans le magasin, je les ai tous pris. C'était super drôle. Alors moi, j'étais avec monsieur et un copain. Je les ai laissés, je suis revenue avec 6 livres. Enfin 6 mangas. C'était en mode bah. Ça a l'air trop bien. Faut que j'arrête, ça m'a hype de ouf. Mais j'aimerais bien finir d'abord Blue Period. Avant de commencer Rayasumi. Hiroto Ikuta, 29 ans, a reçu en héritage une petite maison de plein pied que lui a léguée une vieille dame avec laquelle il s'était lié d'amitié. Avec Natsumi, sa jeune cousine, tout juste arrivée à Tokyo pour poursuivre des études d'art, il entame sous le même toit une vie à la fois paisible et mouvementée. Et j'ai vu plein de retours sur ce manga. Ça a l'air trop bien. C'est un slash of life. Et je sais que lui, il trouve sa vie un peu nulle. Et je sais qu'un de ses copains, justement, il est jaloux de sa vie. Donc, trop hâte de lire. Ça a l'air trop bien. Il est grand format. Les planches, elles sont trop jolies. Les tomes, trop beaux. Et ils sont tous en super nickel. Le seul qui a mimé, c'est lui. Là. Mais trop fan. Oh là là. Trop contente. Et dernier article et sujet de la vidéo, j'ai acheté des produits Respire pour le soleil. Donc en premier, on a le stick solaire anti-tache de chez Respire qui protège contre les UVA, UVB et les PA++++. Et ça, il me semble que c'est écrit sur l'autre. C'est lumière bleue et anti-pollution. Et je crois que ça veut dire ça, PA+++. Donc ça, c'est un petit stick. Ça sent le monoï. Je l'ai utilisé ce matin. C'était un peu lourd, mais en fait c'est vite parti. Enfin, c'est vite parti. La sensation est vite partie. Donc trop chouette pour le visage parce que j'avais rien. Donc parfait. Par contre, c'est minuscule. Mais je pense que ça va me durer quand même longtemps. Donc moi j'espère. Et après j'ai acheté son copain, la brume solaire protection urbaine. Toujours SPF 50, VA, UVB, PA+++. Lumière bleue et anti-pollution. Et tous les deux ils ont du jus. Attends, il y a quoi dans celui-là? Lui il y a vitamine E parce que c'est anti-tache donc c'est antioxydant pour la peau. Et lui il y a de l'antioxydant toujours et du niacinamide à 3%. Donc trop chouette, ça fait du soin en même temps. Et ça c'est un cheap sheet. Ça je l'ai pas encore essayé. C'est un cheap sheet. Et on peut le mettre par-dessus le make-up. Genre moi je fais toujours des full face. Mais du coup je suis trop contente. Parce que bah le SPF ça dure pas toute la journée comme ça. J'ai trop hâte. Franchement j'étais trop contente. Je me suis vraiment fait influencer par Instagram. Mais grave contente. Je vous dirai mon avis sur ça. Et voilà. J'espère que la vidéo vous aura plu. C'était un bon bilan quand même, je trouve, de mai. C'est rare d'avoir autant de choses à parler. J'espère que le bilan de juin sera tout aussi cool. Et on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous. Ciao ciao.